Comme beaucoup, je suis un grand fan des films d'horreur ainsi que des histoires sur les tueurs en série. Laissez donc moi vous raconter l'histoire d'Ed Kemper, un géant à l'intelligence hors norme. La vie d'Ed Kemper. Ed est né à Burbank en Californie en 1948. Il a deux sœurs, Aline et Suzanne, et c'est à l'âge de 9 ans que ses parents se séparèrent, ce qui fait qu'il sera donc envoyé chez sa mère. Le problème, c'est que sa mère souffrait de problèmes psychologiques et était alcoolique. Elle passait son temps à frapper ses compagnons et à divorcer un total de 3 fois. De plus, Suzanne, l'aînée, aimait frapper Ed, ce qui n'agaçait pas du tout la mère car elle méprisait Ed au plus haut point. C'est dans la petite maison du Montana que Ed va passer le plus clair de son temps dans une cave. Un endroit sombre et sinistre. C'est même là qu'il va développer des troubles sociopathes. À l'école, il a peur des autres garçons et ne se fait aucun ami. Ed a un passe-temps assez macabre. Quand il n'est pas enfermé dans la cave, il passera son temps à torturer et décapiter des animaux, et ce, par pur plaisir. Quelques années plus tard, Ed grandit anormalement, ce qui commence à effrayer sa mère ainsi que ses sœurs. Par peur de se faire taper dessus, sa mère l'envoie vivre chez son père à Los Angeles. Mais malgré ce changement de vie, Ed n'arrive toujours pas à s'intégrer. Il vivra finalement chez ses grands-parents du côté paternel, Maud et Edmund Kemper, à Norfolk, dans la ferme de ses grands-parents. À l'école, il ne se fera pas remarquer par les autres élèves ni les professeurs. Mais à la maison, certains actes commencent à inquiéter ses grands-parents. Ed va tirer sur des lapins et des oiseaux par pur plaisir. Sa première folie. Il retourne vivre chez sa mère pour y passer les vacances d'été. Les vacances qui étaient censées durer 2 mois se terminent au bout de 2 semaines, car l'entente entre la mère et Ed empire de plus en plus. Résultat, retour à la ferme. À son retour, sa grand-mère Maud remarque que son petit-fils est de plus en plus sinistre qu'avant son départ. Comme ce sont les grandes vacances, Ed n'est pas à l'école et passe ses journées à la ferme. C'est là que ses fantasmes les plus violents font leur retour. Durant une journée, Maud décida d'aller voir ce que Ed faisait, jusqu'au moment où elle l'aperçut. Ed pointait sa grand-mère dans sa ligne de mire. Par punition, elle lui confisque ses armes. Ed prit son manque de confiance comme une insulte. Et tout l'été, la tension monte dans la maison. 27 août 1964. Ed s'assit avec Maud à la table de la cuisine. Maud s'aperçoit que Ed a un regard étrange et effrayant, un regard qu'elle connaît car elle l'a déjà vu dans cet état. Ed commence à s'énerver. Maud lui dit d'arrêter et de se calmer. Ed prend son fusil, siffle son chien et lui dit qu'il part à la chasse pour se calmer. Elle retourne donc à ses occupations. Ed sort de la maison et tire à travers la porte grillagée. Maud s'effondre. Il tire encore et encore. Il enveloppe sa tête dans une serviette et emmène son corps dans la chambre. Lorsque le grand-père rentre de l'épicerie, Ed lui tire aussi dans le dos. Dans son agitation, il appelle sa mère et lui dit d'avertir le shérif. Il avouera les 2 meurtres en disant qu'il avait prévu depuis longtemps le meurtre de sa grand-mère et qu'il a tué son grand-père pour le protéger, pour pas qu'il voie sa femme morte et lui éviter une crise cardiaque. Après cet épisode tragique, Ed sera incarcéré dans un centre pour délinquants juvéniles. Un psychiatre diagnostique Ed comme paranoïaque et ayant des troubles psychotiques. Il sera envoyé à la Tascadero State Hospital le 6 décembre 1964. Double jeu. Durant son incarcération, Ed se montre très coopératif pour son traitement, ce qui prouve à ses médecins qu'il veut se soigner. En fait, c'est son intelligence qui permet d'assimiler les codes de la psychologie et de se faire passer pour un bon détenu. Ed passe ses journées avec des individus dangereux, qui sont pour la plupart des violeurs dont leurs histoires le fascinent. Et surtout, il prend note des erreurs commises par ses comparses. Sur les scènes de crime, témoins ou preuves négligées, attaques sur des femmes qu'il connaissait ou dans des endroits trop publics. Il ne partage évidemment pas ses fantasmes avec les médecins. Il passe même pour quelqu'un de volontaire, religieux, conservateur et intelligent. Il sera libéré en 1969 et redémarre sa vie dans un collège communautaire. Après 3 mois de probation, Ed est libéré du contrôle de l'autorité. Et ce, malgré les avis des médecins, et sera renvoyé chez sa mère. Mise en route. Nous sommes maintenant dans les années 70.
Ed est entouré de hippies alors que lui adopte une coupe courte et s'affiche une moustache. La Californie et la région de Santa Cruz sont un milieu de la contre-culture, tandis que Ed est à l'exact opposé de ces valeurs. Il est conservateur et admire l'armée ainsi que les forces de l'ordre. Il désire d'ailleurs s'engager dans la police. Il sera jugé inapte non pour ce qu'il a commis, mais parce qu'il est trop grand. 2,06 m. Ed voulait s'engager au Vietnam, mais la sanction sera la même. Sa mère a changé de nom et se nomme désormais Clarnell Strandberg. Lorsque Ed rentre chez sa mère, les disputes reviennent. Il dira plus tard qu'elle le traitait comme un gamin et l'harcelait souvent sur des questions futiles comme le brossage des dents. Lorsqu'il voulait se socialiser et trouver une copine, sa mère disait qu'elles étaient trop bien pour lui. Et qu'il était aussi minable que son père. Souvent, Ed se réfugie dans un bar fréquenté par les services de la police et des shérifs, le Jury Room, où il discute des armes et se fait appeler Big Ed. Son premier travail à la voirie lui permet de prendre un logement et ainsi quitter le domicile de sa mère. Il faut savoir que Ed est aussi un passionné de moto, mais il boit de plus en plus. Boire ou conduire, il faut choisir. Et ce qu'il fait, c'est qu'il accumule les accidents et s'achète aussi des voitures semblables à une voiture de police, banalisée, avec tout l'équipement, émetteur radio, microphone et même une antenne. Avec son camouflage, Ed prend sur la route des autostoppeurs et apprend à bien se comporter avec eux et se fera passer pour une personne de confiance. Il commence à prendre plaisir à discuter, rencontrer des personnes. Mais il se met également à préparer son véhicule et il modifie la porte passager pour éviter de l'ouvrir de l'intérieur. Il cache des sacs en plastique, des couteaux et des fusils ainsi qu'une couverture dans son coffre. Ed prépare son plan pendant plus d'1 an jusqu'au 7 mai 1972, le début des massacres. Mary-Ann Peace et Anita Luches étaient étudiantes au Fresno State College et ont été pris en autostop à l'université de Stanford. Après avoir conduit quelque temps, Ed prit son fusil sous le siège et se gara dans une zone déserte. Il mit Anita dans le coffre de sa voiture pour s'en prendre à Mary-Ann. Il la menotta et lui mit un sac plastique sur la tête et tenta de l'étrangler. Mais elle parvient à faire un trou dans le sac. Frustré, Ed sortit son couteau et la poignarda à plusieurs reprises. Il poignarda également Anita. Après avoir tourné quelque temps en réfléchissant quoi faire des corps, il emmena le corps de Mary-Ann dans son appartement où il la déshabilla et la disséqua. Il décapita le corps d'Anita. Le corps de Mary-Ann fut enterré dans le sac en plastique qu'il avait utilisé pour essayer de l'étouffer. Il garda les 2 têtes pendant un certain temps, puis finit par les jeter dans un ravin. Mary-Ann sera retrouvée et identifiée en août. Ni la tête d'Anita ni son corps n'ont jamais été retrouvés. Dans la soirée du 14 septembre 1972, il prend en stop Aiko Koo, une ado de 15 ans, alors qu'elle partait à un cours de danse. Elle en avait assez d'attendre le bus et décida de faire du stop. Aiko panique rapidement. Ed la convainc qu'il ne lui arrivera rien si elle n'essaie pas d'alerter la police. Ed l'étouffe, la sort de la voiture, la pose sur le sol et la viole. Puis, il l'étrangle et la met dans le coffre pour reprendre la route. Tard dans la nuit, il dissèque son corps dans son appartement et disperse les restes dans la nature. Il se rend le lendemain à un entretien avec des psychiatres dans le cadre de sa libération sur parole, avec la tête de sa victime dans le coffre. Ed entreprend en effet de faire effacer son casier judiciaire et donne les apparences d'une réinsertion modèle. Il se fiance même avec la belle-sœur de son ancien patron et le médecin du travail refuse qu'il retrouve son emploi. À court d'argent, Ed doit rendre son logement et revenir chez sa mère, où les disputes recommencent aussitôt. Il boit de plus en plus et perd pied complètement. Le 8 janvier 1973, Ed achète un pistolet de calibre 22 automatique. Il prend en stop Cynthia Scholl et la conduit dans les collines près de Watsonville, où il la force à aller dans le coffre et lui tire dessus. Ed doit à présent composer avec la présence maternelle et cache le corps en attendant le départ de sa mère au travail. Il aura des rapports sexuels avec le cadavre de Cynthia Scholl. Il la dissèque dans la baignoire en prenant le plus grand soin par la suite
ensuite à laver toutes les traces. Il enlève la balle de son crâne et enfuit la tête dans le jardin de sa mère. Et plus tard, il jette les parties du corps d'une falaise. Cette fois cependant, le corps est découvert dans les 24 heures. Ed n'est pas vraiment inquiet, il a été très prudent. Dans la nuit du 5 février 1973, Ed et sa mère ont une dispute monumentale et il claque la porte de l'appartement, survolté et prêt à frapper. Il prend en stop Rosalind Thorpe, puis une seconde autostoppeuse, Alison Liu, qui n'avait pas d'appréhension à monter dans la voiture. Ed n'arrête même pas la voiture pour faire sa mise à mort. Il attire l'attention de Rosalind sur la vue côté passager, ralentit et lui tire dans la tête. Rapidement, il pointe le fusil sur Alison et tire à plusieurs reprises. Contrairement à Rosalind, elle ne meurt pas immédiatement. Il fait un aller-retour à l'appartement, met la voiture dans une allée et décapite les cadavres dans le coffre. Le lendemain matin, il ramène le corps d'Alice à l'intérieur et a des relations sexuelles avec elle dans sa chambre. Il ramène la tête de Rosalind afin d'en retirer la balle comme il l'avait fait auparavant avec Cynthia. Il va disperser ensuite les parties du corps. Le week-end de Pâques, environ un mois après l'assassinat de Rosalind et Alice, Ed décide que le moment est venu de se débarrasser de sa mère. À 5h15 du matin, il prend un marteau et va dans sa chambre. Il frappe une fois à la gorge et s'acharne au point d'enlever son larynx. Il joue ensuite aux fléchettes avec la tête de sa mère. Il cache son corps dans son placard, nettoie un peu, puis quitte la maison. Ed commence à s'inquiéter. Il sera immédiatement soupçonné si le cadavre est retrouvé. Afin d'expliquer l'absence de sa mère, il décide de piéger une de ses amies et de faire croire qu'elle est partie en vacances. Ce qui sera plus crédible qu'au départ seul de sa mère. Durant l'après-midi, il appelle Sally Hallett, une amie de sa mère, pour l'inviter à dîner, mais elle ne répond pas. Sally Hallett rappelle vers 17h et Kemper l'invite sous prétexte de faire une surprise à sa mère. Lorsque Sally Hallett arrive, il l'assomme et puis l'étrangle. Il dépose le corps sur son lit, la tête enveloppée dans un sac en papier et va boire quelques bières. De retour à l'appartement, il décapite le corps de Sally et s'endort dans le lit de sa mère. Les remords. Le lendemain matin, il plaça le corps dans le placard de sa chambre et quitta la ville dans la voiture de Sally Hallett. Il roule vers l'est, vers Sacramento, ne s'arrête que pour prendre de l'essence, des sodas et des amphétamines et va à Reno, au Nevada. Il loue une voiture et abandonne celle de Sally Hallett dans une station-service. Dans le Colorado, il est arrêté au cours d'un contrôle de police pour excès de vitesse et paye tranquillement sa contravention. Il ne cesse d'écouter la radio pour vérifier si les cadavres ont été découverts. Après 30 heures de route, épuisé dans la nuit du 23 avril 1973, il appelle la police de Santa Cruz et avoue les meurtres qu'il a commis. La police crut d'abord à une blague et ses collègues du jury room ne pouvaient croire qu'il fût capable de quoi que ce soit. Il leur indiqua où trouver les corps de sa mère et de Sally Hallett et fut appréhendé par les policiers à Pueblo. Ed Kemper livra des aveux détaillés des 8 meurtres. À son retour à Santa Cruz, il conduisit les enquêteurs sur les lieux de ces crimes. Son avocat décida de plaider l'aliénation mentale. À l'audience, le procureur balaya les témoins de la défense qui venaient soutenir la thèse de l'aliénation mentale. Témoin de l'accusation, le docteur Joel Ford, qui avait passé un peu de temps à examiner Ed durant son séjour à l'Atascadero, indiqua qu'il n'était pas schizophrène paranoïde. Il était obsédé par le sexe et la violence, avait besoin d'attention, mais il n'était pas fou. En outre, Ford certifia qu'il tuerait de nouveau s'il était libéré. Le jugement. Après 8 heures de délibéré, Ed Kemper est déclaré coupable des meurtres au premier degré sur l'ensemble des 8 chefs d'accusation. Après un passage par Vacaville, il est envoyé à Folsom pour purger sa peine de réclusion à perpétuité. Il est depuis un bon client pour les études sur les serial killers et accepte volontiers d'être auditionné pour les profilers. Il a fait de nombreuses entrevues avec Robert Ressler du FBI pour une série d'auditions qui donneront naissance à la discipline du profilage. En 1988, il a participé avec le célèbre John Wayne Gacy à une émission TV. Comme toujours, il était loquace, explicite et faisait preuve de beaucoup de finesse psychologique. Cette coopération n'est cependant pas tout à fait à mettre au crédit de Kemper, qui jouit avant tout de son statut de génie du crime et recherche la reconnaissance et la médiatisation. Il s'occupe par ailleurs en faisant de la lecture aux aveugles de la prison. Ed Kemper a ainsi atteint son but et gagné ses galons de tueur en série.
Son raffinement a fait lui une source d'inspiration pour le personnage d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Il a depuis acquis le surnom d'Ogre de Santa Cruz.